Maman m'a traité de ratée et m'a mise dehors, puis a donné notre villa à ma sœur. 3 ans plus tard, ma sœur passe devant chez moi, et se fige. Elle hurle au téléphone, « Maman! Ce palais vaut des millions. » Attends, c'est à Azili? La réaction de ma mère, et ce que j'ai fait ensuite, va vous glacer le sang. Ce n'était pas seulement une vengeance, c'était une justice divine, servie glacée sur un plateau d'argent. Mais avant d'arriver à ce moment de triomphe, il faut retourner à cette nuit où tout a commencé. La nuit où ma vie a été effacée par une simple feuille de papier. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater. Et dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville ou quel pays regardez-vous cette vidéo, et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore lire vos réponses. C'était le réveillon de Noël à Dinard. Pour la plupart des gens, Dinard évoque les plages élégantes de la Bretagne, les villes à belle époque et le bruit apaisant des vagues. Pour moi, cette ville avait le goût amer des souvenirs et des promesses brisées. La neige tombait doucement ce soir-là, recouvrant les toits d'ardoise d'un manteau blanc immaculé, dissimulant les fissures de notre famille sous une apparence de perfection festive. Je me tenais devant le miroir des toilettes du rez-de-chaussée, m'aspergeant le visage d'eau glacée. J'avais besoin de reprendre mes esprits. De l'autre côté de la porte, dans le grand salon au plafond haut, j'entendais les rires cristallins de ma sœur Tiffaine et la voix forte, trop forte, de son mari Baudouin. Ils parlaient d'argent, de voyages aux Maldives, de projets grandioses qui n'existaient que dans leur imagination. Et puis, il y avait la voix de ma mère, Ghislaine. Une voix qui, pour les invités, sonnait comme du miel, mais qui pour moi avait toujours eu le tranchant d'un rasoir. J'ai pris une grande inspiration, lissé mon vieux pull en laine bleu marine, le seul vêtement chaud que je possédais qui était présentable, et je suis sortie. Le salon était magnifique, je dois l'admettre. Un sapin Nordman de 3 mètres trônait près de la cheminée en marbre, décoré d'ornements en verre soufflé et de guirlandes dorées. L'odeur de l'oie rôtie au marron et des bougies à la cannelle saturait l'air. C'était l'odeur de mon enfance, mais ce soir, elle me donnait la nausée. « Ah, Azili, tu as fini de te cacher ?» lança ma mère en me voyant entrer. « Viens t'asseoir, ne reste pas plantée là comme une âme en peine. Tu fais tache dans le décor. » Les invités, des amis de la haute société locale que ma mère s'évertuait à impressionner, ont ricané poliment. J'ai baissé la tête et j'ai rejoint ma place au bout de la table, loin du centre de l'attention. Tiffaine, resplendissante dans une robe de cocktail rouge vif qui coûtait probablement 3 mois de mon salaire, m'a adressé un sourire en coin. « Tu as vu, Azili? Baudouin vient de commander la nouvelle Tesla. On la reçoit le mois prochain. Et toi, ta vieille Peugeot tient toujours le coup? Ou tu comptes rentrer à la nage ce soir? » Elle roule très bien, merci, ai-je répondu doucement. Je n'ai pas mentionné que le chauffage de ma voiture était en panne et que je grelottais à chaque trajet. À quoi bon? Dans cette maison, la vulnérabilité était une faiblesse, et la pauvreté était un péché. Le dîner s'est éternisé. J'ai mangé en silence, me sentant comme une étrangère parmi les miens. J'avais apporté un cadeau pour ma mère, une maquette du vieux bateau de mon père, le Loïc, que j'avais passé des mois à restaurer minutieusement. C'était un travail d'orfèvre, plein d'amour et de nostalgie. Quand je l'avais posé sous le sapin plus tôt, ma mère l'avait repoussé du pied vers l'arrière, comme si c'était un déchet. « Ne mets pas tes bricolages devant les vrais cadeaux, Azili, » avait-elle chuchoté. « C'est gênant pour tout le monde. » Minuit a sonné. L'heure des cadeaux. L'excitation dans la pièce était palpable. Baudouin a offert à Tiffaine un bracelet en diamant sûrement acheté à crédit. Tiffaine a offert à mère un sac de créateur. Les « oh » et les « ah » fusèrent de toutes parts. Puis, ma mère s'est levée. Elle a tapoté sa coupe de champagne avec une cuillère en argent. Le silence s'est fait. Elle rayonnait, mais ses yeux avaient cet éclat dur que je connaissais trop bien. « Mes chers amis, ma famille », commença-t-elle. Noël est le moment de célébrer l'avenir. Et l'avenir de cette famille, c'est la réussite, l'élégance, et le maintien de notre rang à Dinard. Elle s'est tournée vers Tiffaine et Baudouin, son visage s'adoucissant en une expression d'adoration pure. Ma chérie, tu as toujours été ma fierté. Tu sais recevoir, tu as du goût,
tu as épousé un homme d'ambition. Votre père, paix à son âme, aurait voulu que cette maison vive, qu'elle soit remplie de succès. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai senti un froid glacial m'envahir. C'est pourquoi, continua-t-elle en sortant une épaisse enveloppe de velours rouge de son sac, j'ai pris une décision. Cette maison, la villa des Hortensias, notre héritage, je vous la donne. Elle a tendu l'enveloppe à Tiphaine. C'est l'acte de donation. La maison est à vous. À toi et Baudouin. Pour que vous puissiez construire votre vie comme il se doit. La salle a éclaté en applaudissements. Tiphaine a poussé un cri de joie surjoué, mettant la main devant sa bouche. Baudouin a bombé le torse comme un paon. Moi, je suis resté figé. Ma fourchette est tombée dans mon assiette avec un bruit métallique qui a semblé résonner comme un coup de feu. Quoi? Ai-je murmuré, ma voix tremblante. Maman, c'est la maison de papa. Il voulait qu'elle soit à nous deux. C'est notre héritage commun. Le silence est retombé, lourd et menaçant. Ma mère a tourné lentement la tête vers moi. Son sourire a disparu. Toi, dit-elle, et ce simple mot était chargé de tout le mépris du monde. Toi, Azili? Qu'est-ce que tu ferais d'une villa à 2 millions d'euros? Tu la transformerais en laboratoire pour tes poissons? Tu la laisserais pourrir pendant que tu joues à la scientifique dans la boue? Je suis ingénieur en acoustique sous-marine, maman, ai-je rectifié, les larmes aux yeux. Je ne joue pas. C'est mon métier. Et papa? Papa est mort. Coupa-t-elle sèchement. Et il est mort en me laissant gérer ses erreurs. Regarde-toi. 32 ans, pas de mari, pas d'argent, habillée comme une vagabonde le soir de Noël. Tu es une déception, Azili. Une honte pour cette famille. Elle a pointé son doigt manicuré vers la porte d'entrée. Je ne veux pas de ta jalousie ici. Si tu n'es pas capable d'être heureuse pour ta sœur, alors sors. Sors de chez moi. Sors de chez ta sœur. J'ai regardé Tiphaine. J'espérais un regard de compassion, un geste, n'importe quoi. Elle tenait l'acte de propriété contre sa poitrine. Elle m'a regardé, a souri froidement et a dit. Tu as entendu maman, Azili. Ne gâche pas la fête. Si tu veux, tu peux dormir dans la chambre de bonne au grenier ce soir, mais tu pars demain à l'aube. C'était le coup de grâce. L'humiliation publique, le rejet total. Je me suis levée, mes jambes flageolant sous moi. Je ne dormirai pas sous ton poids, Tiphaine, ai-je dit d'une voix qui ne m'appartenait plus. Profitez bien de votre cadeau. Profitez en tant que ça dure. Je me suis retournée et j'ai marché vers la sortie, sous les regards piteux des invités. J'ai ouvert la lourde porte en chêne et je suis sortie dans la nuit glaciale, laissant derrière moi la chaleur, la lumière, et la famille qui venait de m'effacer de son existence. Dehors, le vent soufflait en rafales, cinglant mon visage de flocons de neige durs comme de la glace. Mais je ne sentais presque rien. La douleur à l'intérieur de ma poitrine était bien plus violente que le froid de l'hiver breton. Je suis montée dans ma vieille Peugeot, j'ai claqué la portière et j'ai hurlé. Un cri primal, un cri de bête blessée qui se mélangeait au hurlement du vent. Pendant que le moteur tout sautait avant de démarrer, mes pensées ont dérivé vers le passé, vers l'homme qui manquait cruellement ce soir, mon père, Loïc. Papa était un ancien capitaine de la marine marchande. Il n'était pas un homme de salon, ni un homme de discours. C'était un homme de mer, silencieux et profond. Il m'avait appris à aimer l'océan non pas pour sa beauté de carte postale, mais pour sa puissance brute et son honnêteté. L'océan ne ment jamais, Azili, me disait-il souvent en m'emmenant sur son petit bateau de pêche le dimanche matin. Sur terre, les gens portent des masques. En mer, face à une tempête, tu vois qui ils sont vraiment. J'étais sa fille. Je lui ressemblais. J'avais ses yeux gris, son calme, sa passion pour comprendre comment les choses fonctionnent. Tiphaine, elle, était le portrait craché de ma mère. Blonde, pétillante, superficielle, obsédée par le regard des autres. Dès notre plus jeune âge, la fracture était là. Maman avait décidé que Tiphaine serait la princesse, et moi, l'autre. Tiphaine avait des leçons de piano, de danse classique, des robes neuves à chaque saison. Moi,
j'avais les livres d'occasion et les vêtements trop grands de mes cousines. Quand Tiffen obtenait un C en mathématiques, maman engageait un tuteur privé hors de prix. Quand j'obtenais un A en physique, maman disait simplement, c'est bien, mais ça ne t'aidera pas à trouver un bon mari. Mon père essayait de compenser. Il m'achetait des kits de sciences en cachette. Il m'encourageait à poursuivre mes études d'ingénieur. Mais à la maison, c'était Ghislaine qui tenait les cordons de la bourse et dictait la loi. Papa, par amour ou par lassitude, avait fini par céder, se réfugiant de plus en plus souvent dans son atelier au fond du jardin ou sur son bateau. Quand il est mort d'une crise cardiaque il y a 5 ans, le seul rempart qui me protégeait de la toxicité de ma mère s'est effondré. Les semaines qui ont suivi l'enterrement ont été révélatrices. Maman n'a pas pleuré la perte de son mari, elle a pleuré la perte de son statut social de femme de capitaine. Très vite, elle a commencé à liquider les affaires de papa. Ses collections de cartes marines anciennes? Vendues. Ses maquettes? Données. Son bateau, le Loïc, mon refuge? Vendu pour payer une nouvelle voiture décapotable à Tiffen pour lui remonter le moral. J'avais protesté, crié, pleuré. Maman m'avait répondu avec ce calme effrayant, Azili, sois réaliste. Nous avons besoin d'argent pour maintenir notre train de vie. Tiffen doit fréquenter les bons cercles si elle veut faire un beau mariage. C'est un investissement. Tiffen était un investissement. J'étais une dépense inutile. Ce soir, en me déshéritant devant tout le monde, elle avait simplement officialisé ce qui était une vérité tacite depuis 30 ans. Elle avait choisi son camp. Elle avait choisi l'éclat du faux diamant plutôt que la solidité du granit. J'ai essuyé mes larmes d'un revers de manche. Le chauffage de la voiture ne fonctionnait toujours pas, et mes doigts commençaient à s'engourdir sur le volant. Je ne pouvais pas rester là, garé devant la grille de la villa, à regarder les lumières chaudes des fenêtres où ma famille célébrait ma disparition. Je devais partir. Mais pour aller où? Mon petit appartement à Brest était à 3 heures de route, et avec cette tempête de neige, la route nationale serait un suicide. Mes amis étaient tous en famille. Je n'avais personne. Une idée m'est venue. Ma tante Jocelyne, la sœur aînée de ma mère. Elle habitait à Saint-Malo, de l'autre côté du barrage de la Rance, à peine à 20 minutes d'ici. Jocelyne avait toujours été plus douce que maman. Quand j'étais petite, elle me glissait des chocolats en douce quand maman me mettait au régime. Elle n'était pas riche, elle vivait dans une petite maison mitoyenne, mais elle avait un cœur. Du moins, c'est ce que je croyais. J'ai enclenché la première et j'ai guidé ma voiture sur la route glissante. Les pneus crissaient sur la neige fraîche. Chaque kilomètre m'éloignait de la villa, mais la douleur de l'humiliation me collait à la peau comme du goudron. Je me répétais les mots de ma mère, tu es une déception. Une ratée. Est-ce que c'était vrai? J'avais 32 ans. J'avais un doctorat. Je travaillais sur des technologies sonars pour protéger les baleines des collisions avec les navires. C'était un travail noble, utile. Mais ça ne payait pas. Je vivais chichement. Je n'avais pas de mari riche, pas de maison, pas de bijoux. Aux yeux du monde de Dinard, aux yeux de ma mère, je n'étais rien. J'ai serré le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Non. Je n'étais pas rien. J'étais la fille de Loïc. Et ce soir, j'allais devoir être forte, plus forte que je ne l'avais jamais été. Je suis arrivée à Saint-Malo. Les remparts de la ville corsaire se dressaient, sombres et imposants contre la nuit. J'ai roulé jusqu'au quartier pavillonnaire où vivait tante Jocelyne. Il était presque 1 heure du matin. Les lumières étaient éteintes partout, sauf une petite lampe au rez-de-chaussée de chez elle. J'ai garé la voiture, je suis sortie dans la bourrasque et j'ai couru jusqu'au porche. J'ai sonné, frissonnant de tout mon corps. J'imaginais déjà une tasse de thé chaud, une couverture, une voix bienveillante qui me dirait que maman était folle. J'avais tort. J'avais terriblement tort. La porte s'est entrebâillée, retenue par une chaînette de sécurité. Le visage de tante Jocelyne est apparu dans l'entrebâillement, éclairé par la lumière jaune du couloir. Elle portait sa robe de chambre en molleton et avait l'air nerveuse. Azili? Chuchota-t-elle, comme si elle avait peur d'être entendue. Qu'est-ce que tu fais là à cette heure?
Tante Gio, s'il te plaît, ouvre-moi, ai-je supplié, mes dents claquant si fort que j'avais du mal à articuler. Maman m'a mise dehors. Elle a donné la maison à Tiphaine. Je n'ai nulle part où aller avec cette tempête. Laisse-moi juste dormir sur ton canapé, juste pour cette nuit. Jocelyne a baissé les yeux. Elle ne me regardait pas en face. J'ai vu qu'elle tenait son téléphone portable dans l'autre main. L'écran était encore allumé. Je sais, dit-elle. Ta mère m'a envoyé un message. Elle dit que tu as fait un scandale. Que tu as gâché le Noël de ta sœur par pure jalousie. C'est faux. Ai-je crié, le vent emportant ma voix. Je n'ai rien fait. Elle m'a humiliée. Tante Gio, tu connais maman, tu sais comment elle est. S'il te plaît, il fait -5 degrés dehors. Jocelyne a hésité. J'ai vu un éclair de pitié dans ses yeux, mais il a été vite remplacé par la peur. La peur de sa sœur cadette, la peur de perdre les petits avantages financiers que Ghislaine lui accordait de temps en temps. Écoute, Azili, dit-elle en durcissant le ton. Je ne veux pas d'histoire. Ta mère est très en colère. Si je te laisse entrer, elle va me couper les vivres, elle ne me parlera plus. Tu es une adulte. Tu as 32 ans. Tu devrais être capable de te débrouiller. Tu vas me laisser dehors? Dans la neige? Le soir de Noël? Ce n'est pas ma faute, Azili. Tu as toujours eu un caractère difficile, comme ton père. Va t'excuser auprès de ta mère demain. En attendant, débrouille-toi. Et sur ces mots, elle a refermé la porte. J'ai entendu le bruit sec du verrou qui tournait, puis celui du deuxième verrou. Puis la lumière du couloir s'est éteinte. Je suis resté là, pétrifié sur le paillasson, bienvenue, fixant le bois sombre de la porte. Ma propre tante. Le sang de mon sang. Elle m'avait laissé à la merci des éléments pour ne pas froisser l'ego de ma mère. Je vous pose la question, qu'auriez-vous fait à ma place? Si votre propre famille vous verrouillait la porte au nez en pleine tempête de neige, simplement parce qu'ils ont peur ou par intérêt? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez ressenti. La rage? Le désespoir? Moi, j'ai ressenti un vide absolu. Comme si mon cœur avait été arraché de ma poitrine. Je suis retourné à ma voiture, mes pieds engourdis trébuchant dans la neige. Je suis entré, j'ai verrouillé les portières et j'ai conduit machinalement jusqu'au parking de la plage du Sillon. J'ai coupé le moteur pour économiser l'essence. Le silence s'est abattu sur moi, seulement brisé par le fracas des vagues de la Manche qui s'écrasaient contre la digue. J'ai reculé mon siège au maximum. J'ai enroulé autour de moi une vieille couverture de survie que je gardais dans le coffre et mon écharpe. C'était mon Noël. Pas de foie gras, pas de champagne, pas de chaleur. Juste un sandwich triangle sec acheté dans une station-service et le froid mordant qui s'infiltrait à travers la carrosserie. J'ai regardé par la fenêtre givrée. Au loin, je voyais les fenêtres illuminées des appartements le long de la digue. Je voyais des silhouettes bouger, des gens qui riaient, qui trinquaient, qui s'aimaient. J'étais exclu de ce monde. J'étais une paria. Cette nuit-là, recroquevillée sur le siège conducteur de ma Peugeot, quelque chose est mort en moi. La petite fille qui espérait encore l'amour de sa mère est morte de froid. La nièce qui croyait en la bonté de sa tante s'est éteinte. Mais alors que l'aube grise commençait à se lever sur une mer déchaînée, quelque chose d'autre est né. Une froideur. Une détermination dure comme le diamant. Je n'avais plus de larmes. J'avais fini de pleurer. J'avais fini d'espérer. Je me suis fait une promesse, là, face à l'océan gris, ils m'ont traité de raté? Ils m'ont jeté comme un déchet? Très bien. Je vais devenir ce qu'ils craignent le plus. Je vais réussir. Pas pour eux. Pas pour leur prouver qu'ils ont tort. Mais pour les écraser sous le poids de mon succès. Je pensais avoir touché le fond cette nuit-là. Je pensais que rien ne pouvait être pire. Mais je me trompais. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré. C'était un message de Tiphaine. Et ce qu'elle avait fait allait me mettre à genoux une dernière fois avant que je ne me relève pour de bon. J'ai ouvert le message, les doigts raides de froid. C'était une photo.
Une photo de l'arrière-cour de la villa familiale. Au milieu de la neige, il y avait un tas d'objets en vrac. Des cartons éventrés, des livres aux pages froissées, des boîtes en plastique cassées. Sous la photo, un texte cruel de Tiphaine, maman m'a dit de faire le ménage dans ta chambre pour la transformer en dressing. Tes vieilleries sont dehors. Les éboueurs passent demain. Bon débarras. Mon sang n'a fait qu'un tour. Ce n'était pas juste des vieilleries. C'étaient mes dossiers de recherche. Mes prototypes. 10 ans de travail sur le projet Silent Ocean. Tout ce que j'avais, tout mon avenir professionnel, était dans ces cartons. J'ai démarré la voiture et j'ai roulé comme une folle vers Dinard. Je n'ai pas sonné à la porte. Je suis passé par le portail de service qui était resté entrouvert. J'ai couru vers l'arrière-cour. Ils étaient là. Mes cahiers de notes trempés par la neige fondue. Mes disques durs jetés dans la boue. J'ai fouillé frénétiquement le tas d'ordures, ignorant le froid, ignorant la fenêtre du premier étage où je voyais la silhouette de Tiphaine me regarder avec une tasse de café fumant à la main. Elle ne souriait même pas. Elle regardait juste, comme on regarde un insecte se débattre. J'ai réussi à récupérer mon disque dur principal et quelques carnets essentiels. Le reste était fichu. J'ai jeté un dernier regard haineux vers la fenêtre, j'ai serré le disque dur contre ma poitrine comme un nouveau-né, et je suis parti. Pour de bon cette fois. J'ai mis le cap sur Brest. C'était loin, c'était gris, c'était industriel. C'était l'endroit parfait pour disparaître et renaître. J'ai loué un studio insalubre au rez-de-chaussée d'un immeuble près du port militaire. Les murs suintaient l'humidité, et l'odeur de gazole des navires était omniprésente. Mais c'était pas cher. J'avais besoin d'argent. Beaucoup d'argent pour reconstruire mes prototypes. Mon salaire de chercheuse à temps partiel ne suffisait pas. Alors, j'ai pris un deuxième emploi. Le soir, je travaillais dans un grand restaurant de fruits de mer sur le port, l'Océanide. Mon travail ? Écaillère. Je passais mes soirées dehors, dans le froid, les mains plongées dans la glace, à ouvrir des centaines d'huîtres pour les touristes et les bourgeois locaux. Mes mains étaient coupées, rouges, gonflées par l'eau salée. Mais je ne me plaignais pas. Chaque huître ouverte était 1 euro de plus pour mon projet. La journée, je codais et je soudais des circuits dans mon studio humide. La nuit, j'étais une machine à ouvrir des coquillages. 1 mois plus tard, un samedi soir bondé, le destin a décidé de me jouer un tour cruel. Une Maserati s'est garée devant le restaurant. J'ai reconnu la plaque. Mon cœur s'est arrêté. Baudouin et Tiphaine sont sortis, accompagnés d'un couple d'amis que je ne connaissais pas. Ils étaient là pour un week-end détente à Brest. J'ai baissé la tête, espérant que ma casquette et mon tablier en caoutchouc sale me rendraient invisible. Mais Tiphaine a un radar pour le malheur des autres. Alors qu'ils attendaient leur table, elle s'est approchée du banc des cahiers. Elle m'a fixé. Ses yeux se sont écarquillés, puis un sourire méchant s'est dessiné sur ses lèvres rouges. « Oh mon Dieu !» a-t-elle crié assez fort pour que la moitié de la terrasse entende. « Regardez qui voilà ! C'est ma sœur. L'ingénieur de génie. » Baudouin s'est approché en riant. « Azili ? Sérieusement ? Tu ouvres des huîtres maintenant ? C'est ça ta grande carrière scientifique ? » Je n'ai pas levé les yeux. J'ai continué à ouvrir une bellon numéro 3. « Laissez-moi tranquille, ai-je murmuré. Une douzaine d'huîtres, et plus vite que ça. A ordonné Tiphaine en claquant des doigts devant mon visage. Et assure-toi qu'il n'y a pas d'éclat de coquille, je ne veux pas me casser une dent. Elle a attrapé un verre de vin blanc qu'un serveur passait sur un plateau. Puis, feignant de trébucher, elle a renversé le contenu du verre sur son manteau de fourrure blanche et sur mon tablier. Ah ! Mais tu es folle ! A-t-elle hurlé. Elle m'a jeté du vin dessus. Elle m'a agressé. Le gérant du restaurant est arrivé en courant. Madame, que se passe-t-il ? Cette employée. Elle est hystérique. Elle est jalouse de moi et elle m'a aspergé de vin. Regardez mon manteau. C'est un scandale. Virez-la. J'ai regardé le gérant. Il me connaissait. Il savait que j'étais une travailleuse acharnée. Mais devant lui,
il y avait une cliente riche en fourrure et un mari en costume qui menaçaient de faire un procès. Azili, commença-t-il, gêné. C'est bon, ai-je dit calmement. Je comprends. J'ai posé mon couteau à huître. J'ai enlevé mon tablier gluant et je l'ai jeté sur le banc de glace. J'ai regardé Tiffen droit dans les yeux. Elle jubilait. Elle pensait m'avoir détruite. J'espère que tu as apprécié le spectacle, Tiffen, ai-je dit. Garde ce souvenir précieusement. Parce que la prochaine fois que nous nous verrons, les rôles seront inversés. Je suis partie sous la pluie, sans un regard en arrière. J'avais perdu mon emploi. J'avais perdu ma dignité publique. Mais étrangement, je ne me sentais pas vaincue. Je sentais une énergie nouvelle bouillir en moi. Une colère froide, précise, chirurgicale. Il pensait m'avoir enterrée. Il ne savait pas que j'étais une graine. Les mois qui ont suivi ont été flous. Je vivais comme un ermite. J'ai vendu ma voiture. J'ai vendu le peu de bijoux que j'avais. J'ai mangé des pâtes au beurre et du riz instantané tous les jours. Chaque centime était investi dans des composants électroniques, des serveurs cloud et des capteurs hydrophones. Je ne répondais plus aux appels de la famille, de toute façon, ils n'appelaient pas, sauf tante Jocelyne une fois pour me demander si j'avais trouvé un mari riche, pour me sortir de là. J'avais bloqué tout le monde. J'ai rencontré Swazik dans une casse automobile où je cherchais des pièces de récupération. Swazik était une mécanicienne hors pair, le crâne rasé sur le côté, les bras couverts de tatouages de dragon et de clés à molette. Elle faisait peur à tout le monde, mais quand je l'ai vue réparer un moteur diesel complexe avec une épingle à cheveux et du chewing-gum, j'ai su qu'il me la fallait. Je l'ai payée en bière et en promesse d'un futur meilleur. Elle a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Ensemble, dans mon studio transformé en atelier Frankenstein, nous avons construit le prototype final de Silent Ocean. C'était un système révolutionnaire, un boîtier compact capable d'analyser les fréquences sonores sous-marines en temps réel et de distinguer le chant d'une baleine du bruit d'un sous-marin ou d'un obstacle, permettant aux navires d'ajuster leur route automatiquement. C'était la clé pour une navigation plus sûre et plus écologique. Notre dernière chance était le Salon naval international de Brest. C'était l'événement où se jouaient les contrats de la décennie. L'inscription coûtait 2000 €. C'était tout ce qu'il me restait. Littéralement. Si ça ne marchait pas, j'étais à la rue. Le jour du salon, je portais mon seul tailleur noir, un peu trop grand maintenant que j'avais perdu 10 kilos à force de sauter des repas. Notre stand était minuscule, coincé entre les toilettes et un vendeur de cordage industriel. Pendant 2 jours, personne ne s'est arrêté. Les délégations officielles passaient devant nous, attirées par les écrans géants et les hôtesses mannequins des grands groupes comme Thales ou Naval Group. Je me sentais minuscule. Ridicule. La voix de ma mère résonnait dans ma tête, « Tu es une ratée. » Une déception. À 16 heures le dernier jour, je commençais à remballer. Swazik donnait des coups de pied de rage dans une chaise en plastique. C'est alors qu'un homme s'est arrêté. Il était vieux, vêtu d'un costume civil gris mais avec une posture militaire indéniable. Il avait des cheveux blancs coupés en brosse et des yeux bleus perçants. Il a regardé mon écran, où tournait une simulation de l'algorithme. Il est resté silencieux pendant 5 minutes. Puis il a posé un doigt sur l'écran. Cette fréquence de filtrage, c'est du traitement de signal non linéaire, demanda-t-il d'une voix grave. J'ai levé les yeux, surprise. Oui, monsieur. C'est un algorithme adaptatif que j'ai codé. Il apprend du bruit de fond de l'océan pour isoler les anomalies biologiques. L'homme a souri. Un sourire qui a illuminé son visage sévère. Vous avez résolu le problème du bruit ambiant. Cela fait 10 ans que mes ingénieurs me disent que c'est impossible avec un processeur de cette taille. Il m'a tendu la main. Je suis l'amiral Kergan, retraité de la Marine nationale, consultant pour le consortium de transport maritime CMA-CGM. Je connaissais votre père, Loïc. C'était un excellent marin. Je vois qu'il a transmis son génie à sa fille. J'ai failli pleurer en entendant le nom de mon père prononcé avec respect. Votre technologie, elle peut sauver des millions d'euros en carburant et éviter des collisions majeures. Je veux l'acheter. L'acheter ? Ai-je balbutié.
Non, je me suis mal exprimé. Je veux investir. Je mets 200 000 € sur la table pour le lancement, et je vous garantis un contrat d'essai avec 3 super pros dès le mois prochain. Le monde a cessé de tourner. Swazik a laissé tomber sa clé à molette. 200 000 €. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais vu. On a un accord, demanda l'amiral. J'ai serré sa main, fermement, pour la première fois depuis des années sans trembler. On a un accord, amiral. Ce soir-là, nous avons fêté ça avec Swazik en mangeant des pizzas froides dans l'atelier, mais le goût était meilleur que le caviar. J'avais réussi. J'avais survécu. Mais ce n'était que le début. Les 2 années suivantes ont été une ascension fulgurante. Mon entreprise, Deep Blue Tech, a explosé. Les contrats se sont multipliés, Norvège, Japon, États-Unis. Mon compte en banque est passé de 3 chiffres à 7 chiffres. J'étais riche. Immensément riche. Mais je n'ai rien dit à personne. Je n'ai pas posté sur Facebook. Je n'ai pas appelé ma mère pour me vanter. J'ai gardé le silence. Un silence d'or. Pendant que je bâtissais mon empire, je gardais un œil sur Dinard. J'avais engagé un détective privé pour suivre les finances de ma chère famille. Et les nouvelles étaient délicieuses. Tiphaine et Baudouin flambaient l'argent qu'ils n'avaient pas. La villa avait été hypothéquée. Il coulait lentement, mais sûrement. Il était temps pour moi de rentrer à la maison. Pas pour les sauver, mais pour assister au naufrage. On appelle ça le stealth wealth, la richesse furtive. C'est l'art d'être immensément riche sans que personne ne le sache. C'est le luxe ultime, la liberté sans l'attention des parasites. Pendant 2 ans, alors que mon entreprise, Deep Blue Tech, devenait le leader européen des systèmes de navigation autonomes, je suis resté un fantôme. Je vivais toujours à Brest, dans un appartement confortable mais modeste. Je conduisais une Volvo d'occasion fiable. Je m'habillais avec des jeans de qualité et des pulls en cachemire sans logo apparent. Aux yeux du monde, j'étais juste une ingénieure qui s'en sortait bien. Aux yeux de mon banquier, j'étais une baleine. Je voyais passer les publications Instagram de Tiphaine. C'était pathétique. Elle postait des photos d'elle avec des sacs Chanel, achetés d'occasion, j'en étais sûre, des séjours dans des hôtels à Dubaï, payés avec des cartes de crédit qui approchaient de la limite, et des légendes ridicules comme la vie de château #blessed #family first. Elle ne savait pas que le château s'effritait. Le rapport de mon détective, Monsieur Le Guen, était formel, Baudouin avait tout perdu en pariant sur des crypto-monnaies douteuses. Pour maintenir leur train de vie et les apparences vis-à-vis de maman et du cercle social de Dinard, ils avaient hypothéqué la villa des Hortensias. Une fois. Puis une deuxième fois. Ils payaient les intérêts d'un prêt avec un autre prêt. C'était une pyramide de Ponzi familiale, et elle allait bientôt s'effondrer. J'aurais pu les laisser couler. J'aurais pu rester à Brest et vivre ma vie. Mais je voulais plus. Je voulais récupérer ce qui m'appartenait, ma place à Dinard, près de mon père. Mais à mes conditions. Un jour, Monsieur Le Guen m'a appelé. Mademoiselle Le Gall, le terrain de La Pointe est à vendre. Mon cœur a bondi. La Pointe. C'était un promontoire rocheux sauvage à la sortie de Dinard, juste en face de la baie où se trouvait la villa de ma mère. C'était le terrain le plus convoité de la Côte d'Émeraude, mais personne n'avait jamais pu l'acheter à cause de problèmes de succession d'une vieille famille aristocrate. Jusqu'à maintenant. Combien? Ai-je demandé. 3 millions d'euros. Plus 2 millions pour viabiliser et construire. C'était une somme astronomique. C'était la moitié de mes liquidités personnelles. Achetez-le, ai-je ordonné. Mais je veux que ce soit fait via une société écran. Personne ne doit savoir que c'est moi. Le nom de l'acheteur doit rester anonyme jusqu'à la fin des travaux. Pendant les 12 mois suivants, j'ai orchestré la construction de mon chef-d'œuvre. Je ne voulais pas d'une villa néo-bretonne classique comme celle de ma mère. Je voulais quelque chose qui soit une déclaration de guerre architecturale. J'ai engagé un architecte suédois renommé. Nous avons conçu une maison invisible. Creusée dans la roche, faite de béton brut, de bois noir brûlé et d'immenses baies vitrées intelligentes qui reflétaient le ciel et la mer.
C'était un bunker de luxe, une forteresse de solitude. La maison était autonome en énergie grâce à des panneaux solaires transparents et un système géothermique. Elle était connectée, intelligente, imprenable. Pendant la construction, les rumeurs allaient bon train à Dinard. Qui construisait cette chose étrange et magnifique? Une star de cinéma américaine? Un émir du pétrole? Un oligarque russe? Maman et Tiffen devaient en parler lors de leur thé. Je les imaginais spéculer, baver d'envie devant ce voisin mystérieux et richissime, tout en craignant que leur propre villa vieillotte ne paraisse minable à côté. Vous feriez quoi, vous? Si vous aviez des millions et une famille qui vous a rejeté? Est-ce que vous achèteriez une Ferrari pour klaxonner devant leur porte, ou est-ce que vous feriez comme moi, construire un empire en silence pour mieux les surprendre? Dites-moi votre stratégie dans les commentaires. 3 ans, jour pour jour, après cette fameuse nuit de Noël où j'avais été jetée dehors comme une malpropre, ma maison était prête. C'était la mi-décembre. Le temps était gris et humide, typique de la Bretagne. J'ai chargé mes quelques affaires dans ma voiture. Swazik m'a accompagnée avec sa camionnette remplie de mon équipement informatique. « Tu es prête pour le grand show ?» m'a demandé Swazik en mâchant son chewing-gum. « Je suis née prête », ai-je répondu. Nous avons roulé vers Dinard. Quand je suis passé devant le panneau d'entrée de la ville, mon estomac s'est noué. Pas de peur, mais d'excitation. L'adrénaline du chasseur qui s'approche de sa proie. Je suis arrivé à la pointe. Le portail en acier cortant, un acier rouillé esthétique, s'est ouvert silencieusement à mon approche. Je suis entré dans mon domaine. De ma terrasse, je pouvais voir, de l'autre côté de l'Anse, la villa des Hortensias. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs. La peinture s'écaillait par endroits. Le jardin n'était pas aussi bien entretenu. J'ai sorti mes jumelles marines. J'ai vu Tiffen dans le jardin. Elle portait un manteau, mais elle avait l'air fatiguée. Elle gesticulait au téléphone. Baudouin était assis sur la terrasse, la tête dans les mains. Ils étaient au bord du gouffre. Et j'étais là, perché sur ma falaise, prête à leur donner la petite poussette finale. Le piège était tendu. Il ne restait plus qu'à attendre qu'ils mordent à l'hameçon. Et je savais exactement comment cela allait arriver. Ils étaient avides. Ils cherchaient désespérément de l'argent. Et le mystérieux propriétaire de la pointe allait forcément attirer leur attention. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 2 jours plus tard, une voiture que je connaissais bien s'est engagée sur ma route privée. C'était le 23 décembre. L'air était électrique, chargé de l'imminence des fêtes, mais pour mes locataires d'en face, l'ambiance devait être funèbre. Mon détective m'avait informé ce matin-là, la banque avait envoyé un ultimatum. Si Tiffen et Baudouin ne réglaient pas 50 000 € d'arriérés avant le 31 décembre, la procédure de saisie immobilière serait lancée. Ils étaient désespérés. Et le désespoir rend les gens stupides. J'étais dans mon bureau, une pièce entièrement vitrée qui semblait flotter au-dessus des vagues déchaînées. Je surveillais les écrans de sécurité. Un système de caméra 4K à reconnaissance faciale couvrait tout le périmètre de ma propriété. Une alerte a sonné. Une Porsche Cayenne noire, modèle vieux de 5 ans et passablement rayée sur l'aile droite, remontait mon allée privée. C'était la voiture de Baudouin. Je me suis penché en avant, un sourire prédateur aux lèvres. Ça y est, ai-je murmuré. Le spectacle commence. Pourquoi était-il là? Je le devinais aisément. Ils cherchaient probablement à vendre une parcelle de terrain attenante à leur villa, ou peut-être cherchaient-ils des investisseurs pour une nouvelle arnaque. Ou simplement, la curiosité maladive de Tiffen l'avait poussé à venir espionner ce voisin milliardaire, dont tout le monde parlait. La voiture s'est arrêtée devant mon imposant portail aveugle. Il n'y avait pas de sonnette visible, juste une plaque en acier brossé avec un logo discret, une onde sonore bleue stylisée et les mots « Deep Blue Tech », propriété privée. Tiffen est sortie côté passager. Elle portait des talons aux inadaptés au gravier et un manteau de fourrure qui avait connu des jours meilleurs. Elle a regardé le portail, impressionnée et intimidée. Baudouin est sorti à son tour, l'air renfrogné, ajustant sa veste de costume trop serrée. Je zoomais avec la caméra.
Je pouvais voir le visage de ma sœur en haute définition. Les cernes sous ses yeux étaient mal dissimulées par le maquillage. Les rides d'amertume au coin de sa bouche s'étaient creusées. Elle avait vieilli de 10 ans en 3 ans. Regarde ça, Baudouin, je l'ai vu dire, je n'avais pas le son à cette distance, mais je lisais sur ses lèvres. C'est une forteresse. Ça doit valoir au moins 5 ou 6 millions. On s'en fout, Tiphaine, a répondu Baudouin en gesticulant. On ne peut pas entrer. Viens, on perd notre temps. On doit trouver du cash, pas faire du tourisme. Attends, a dit Tiphaine. Regarde le nom sur la plaque. Deep Blue Tech. Ça me dit quelque chose. Elle a sorti son smartphone. J'ai retenu mon souffle. C'était le moment. Le moment où le passé et le présent allaient entrer en collision. Je l'ai vu taper sur son écran. Probablement une recherche Google, Deep Blue Tech CEO. Pendant quelques secondes, rien. Elle a froncé les sourcils, fait défiler l'écran. Puis, elle s'est arrêtée net. Son corps s'est figé. Sa main a porté à sa bouche. Elle a secoué la tête violemment, comme pour chasser une hallucination. Elle a montré l'écran à Baudouin. Baudouin a regardé. Il a écarquillé les yeux. Il a arraché le téléphone des mains de Tiphaine pour regarder de plus près. Il discutait avec animation maintenant. Tiphaine semblait au bord de l'hystérie. Elle pointait du doigt le portail, puis la maison au loin, puis le téléphone. Puis, elle a fait ce que je savais qu'elle ferait. Elle a appelé maman. J'ai activé le micro directionnel longue portée que j'avais fait installer près du portail. Le son grésilla un peu, puis la voix de ma sœur me parvint, claire et perçante. Maman. Maman, décroche. Oui, c'est urgent. On est devant la nouvelle maison à la pointe. Oui, celle du milliardaire. Maman, tu ne vas pas le croire. Elle a pris une grande inspiration, sa voix montant dans les aigus. J'ai cherché le propriétaire sur Internet. C'est Deep Blue Tech. Et la PDG. Maman, c'est Azili. C'est Azili Le Gall. Silence au bout du fil, que je n'entendais pas, puis Tiphaine a repris, hurlant presque. Je ne suis pas folle. C'est écrit là. Azili Le Gall, fondatrice et CEO. Fortune estimée à. Oh mon Dieu. Maman, ce palais. C'est à elle. C'est à ma sœur. C'est à la ratée. Elle s'est effondrée contre le capot de la voiture, pleurant de rage et de choc. Elle est riche, maman. Elle est plus riche que nous tous réunis. Et nous, on va tout perdre. Il faut que tu viennes. Tout de suite. J'ai coupé le son. Je me suis adossée à mon fauteuil en cuir ergonomique. J'ai fermé les yeux et j'ai savouré ce moment. C'était doux. Plus doux que le meilleur chocolat. Plus enivrant que le meilleur champagne. Il savait. Le secret était levé. Maintenant, la panique allait s'installer. Et après la panique, viendrait la cupidité. Ils allaient venir ramper. J'ai pris mon interphone et j'ai appelé Swazik, qui était dans la cuisine en train de préparer le café. Swazik? Prépare le salon. On va avoir de la visite. Et sors le bon service à thé. On va les recevoir comme des rois, avant de les guillotiner. Il a fallu moins de 30 minutes pour que le taxi de ma mère arrive. Évidemment, elle n'avait plus de voiture avec chauffeur, et sa Mercedes était probablement au garage ou vendue, mais elle avait quand même pris un taxi pour parcourir les 3 kilomètres qui séparaient nos maisons. Question de standing, même dans la débâcle. Depuis mon poste d'observation, j'ai vu Ghislaine sortir du véhicule. Elle portait son manteau en laine beige classique, ses perles, et ses lunettes de soleil noir malgré le ciel couvert. Elle essayait de garder une posture digne, mais je voyais ses mains trembler alors qu'elle payait le chauffeur avec des pièces qu'elle a mis du temps à trouver dans son porte-monnaie. Elle a rejoint Tiphaine et Baudouin devant le portail. Ils ont tenu un conseil de guerre rapide. Je voyais Tiphaine essuyer ses yeux et refaire son rouge à lèvres. Baudouin lissait ses cheveux. Maman redressait le col de son manteau. Ils mettaient leurs masques. Les masques de la famille aimante, de la famille unie. C'était écœurant et fascinant à la fois.
Ils ont sonné. J'ai appuyé sur le bouton d'ouverture sans demander qui c'était. Le lourd portail a glissé sur le côté. Ils ont remonté l'allée à pied, la voiture de Baudouin faisait trop pauvre, à côté de l'architecture de ma maison, le gravier crissant sous leurs semelles. Je les ai attendus sur le pas de la porte, vêtus d'une tenue décontractée mais d'une coupe impeccable, un pantalon en soie noire et un chemisier blanc. Pas de bijoux, sauf la montre de mon père que j'avais rachetée chez un antiquaire il y a un an. Maman l'avait vendue, je l'avais retrouvée. Quand ils sont arrivés à ma hauteur, ils se sont arrêtés, le souffle coupé. De près, la maison était encore plus impressionnante. L'immense porte pivotante en verre et acier s'ouvrait sur un hall cathédral avec une vue traversante sur l'océan déchaîné. « Azili ?» a dit ma mère. Sa voix était un mélange étrange d'hésitation et d'espoir forcé. « Bonjour, mère. »« Tiphaine. »« Baudouin. »« Entrez, je vous en prie. »« Il va pleuvoir. » Je me suis écartée. Ils sont entrés comme on entre dans une église. Leurs yeux scannaient tout, les œuvres d'art modernes aux murs, le mobilier italien, le système domotique. Ils calculaient. Je voyais les chiffres défiler dans leurs yeux. Chaque meuble valait plus que leur voiture. C'est magnifique, a balbutié Baudouin, oubliant son arrogance habituelle. C'est toi qui as fait construire ça? Oui, ai-je répondu simplement. J'aime l'espace. Et le calme. Maman s'est approchée de moi. J'ai senti son parfum, le même Chanel numéro 5 qu'elle portait le jour où elle m'a mise dehors. Elle a tendu les bras et m'a serré contre elle. Un contact rigide, froid, théâtral. Oh, ma petite fille. Ma chérie. Si tu savais comme je me suis inquiétée. 3 ans sans nouvelles. Comment as-tu pu faire ça à ta pauvre mère? Elle a reculé, me tenant par les épaules, me scrutant avec des yeux humides de larmes de crocodile. Regarde-toi. Tu as réussi. Je le savais. Je l'ai toujours dit à tout le monde, Azili est spéciale, Azili a du génie. J'ai failli rire. C'était tellement grotesque. Vraiment, mère? Ai-je demandé doucement. Je croyais que j'étais une ratée, une déception, une tache dans le décor? Le visage de ma mère s'est figé une seconde, mais elle s'est reprise instantanément. Une pro. Oh, ne sois pas rancunière, chérie. C'était sous le coup de l'émotion. Tu sais comment je suis. Je voulais te pousser, te motiver. Et regarde le résultat. Ma sévérité a porté ses fruits, n'est-ce pas? C'est grâce à moi si tu as eu la rage de vaincre. C'est une façon de voir les choses, ai-je concédé. Tiphaine s'est avancée à son tour. Elle avait l'air moins à l'aise que maman. La jalousie lui sortait par tous les pores de la peau, mais la nécessité l'obligeait à jouer le jeu. Salut, grande sœur, dit-elle avec un sourire crispé. Tu nous as manqué. Noël n'était pas pareil sans toi. J'imagine, dis-je. Surtout sans personne à humilier pour se sentir supérieur. Allez, ne parlons plus du passé. Intervint Baudouin bruyamment, essayant de détendre l'atmosphère. On est en famille. C'est bientôt Noël. C'est le moment de se serrer les coudes. Je les ai invités à s'asseoir dans le grand salon face à la mère Swazik, jouant le rôle de la gouvernante, ce qui l'amusait beaucoup, à apporter le thé et des petits gâteaux. Ils ont bu, ils ont mangé, ils ont complimenté la vue, le thé, le canapé. Ils tournaient autour du pot. Je les laissais mariner. Je voulais qu'ils le demandent. Je voulais qu'ils prononcent les mots. Finalement, ma mère a posé sa tasse. Elle a pris un air grave. Azili, ma chérie. Puisque nous sommes réunis. Il faut qu'on parle de choses sérieuses. La famille, c'est fait pour s'entraider, n'est-ce pas? Je t'écoute, mère. Ta sœur? Tiphaine et Baudouin traversent une petite passe difficile. Juste un problème de trésorerie temporaire. La conjoncture économique, tu comprends. On a eu de la malchance, ajouta Baudouin. Voilà, continua mère. Et comme tu as, manifestement beaucoup d'espace ici, et beaucoup de moyens. Je me disais que ce serait merveilleux si tu pouvais les aider. Peut-être racheter la villa des Hortensia pour qu'elle reste dans la famille?
Ou prêter une petite somme pour apurer leurs dettes? En échange, ils pourraient t'aider à gérer cette immense maison. Tiffen a beaucoup de goût pour la décoration. J'ai regardé Tiffen. Elle me regardait avec des yeux de chien battu, suppliant. S'il te plaît, Azili, chuchota TL. On va tout perdre. Ils vont saisir la maison la semaine prochaine. Le moment était venu. J'ai posé ma tasse. Le bruit de la porcelaine contre la soucoupe a résonné comme un gong. Vous voulez que je sauve la maison? La maison dont vous m'avez chassé? C'est la maison de ton père, s'écria mère. Tu ne peux pas laisser des étrangers la prendre. C'est drôle que tu parles de papa, mère. Parce que j'ai quelque chose à vous montrer. J'ai pris la télécommande et j'ai allumé l'écran géant mural. L'écran s'est allumé. Ce n'était pas un film de Noël. C'était un document PDF. Un contrat bancaire scanné en haute résolution. Qu'est-ce que c'est? Demanda Baudouin, plissant les yeux. C'est l'acte de cession de créance, ai-je expliqué calmement. Vous voyez, quand j'ai appris que la banque allait saisir la villa des Hortensias, j'ai contacté le directeur de l'agence. C'est un homme charmant, très intéressé par les nouvelles technologies. Deep Blue Tech est un client très important pour sa banque. J'ai fait une pause pour laisser l'information pénétrer. Je lui ai fait une offre. J'ai racheté votre dette. L'hypothèque, les arriérés, les pénalités de retard. Tout. Le visage de Tiffen s'est illuminé d'un espoir fou. Tu as payé la dette? Oh, Azili. Merci. Merci. Je savais que tu nous aimais. Maman, tu as vu? Elle a sauvé la maison. Maman a joint les mains, les yeux levés au ciel. C'est un miracle de Noël. Je savais que tu avais bon cœur. Elles allaient se lever pour m'embrasser encore, mais ma voix les a clouées sur place. Asseyez-vous. Je n'ai pas dit que j'avais effacé la dette. J'ai dit que je l'avais rachetée. Elles se sont figées. Baudouin a pâli. Il commençait à comprendre. Ça veut dire quoi? Demanda-t-il d'une voix rauque. Ça veut dire, Baudouin, que la banque n'est plus votre créancier. C'est moi. Je suis propriétaire de votre dette. Et techniquement, puisque vous êtes en défaut de paiement depuis 6 mois, je suis propriétaire de la maison. J'ai appuyé sur un autre bouton. L'image a changé. C'était maintenant une vidéo granuleuse, datée d'il y a 3 ans. C'était l'enregistrement d'une vieille caméra de sécurité que papa avait installée dans le salon de la villa, et que personne n'avait pensé à désactiver. J'avais récupéré les accès cloud le soir même de mon départ. Sur l'écran, on voyait la scène du réveillon. On voyait ma mère me tendre le doigt. On entendait sa voix, « Tu es une ratée. Sors de chez moi. » On voyait Tiffen rire avec l'acte de propriété contre sa poitrine. Ils ont regardé la vidéo dans un silence de mort. La honte, la vraie honte, commençait enfin à colorer leurs joues. Vous m'avez dit ce soir-là que j'étais une dépense inutile et que Tiffen était un investissement, ai-je rappelé en éteignant l'écran. Eh bien, mère, ton investissement a fait faillite. Et la dépense inutile est devenue la banque. Maman s'est levée, tremblante de rage contenue. Tu ne peux pas faire ça, Azili. C'est ta famille. Tu ne vas pas nous mettre à la rue. C'est monstrueux. Monstrueux? Ai-je répété. Comme mettre sa fille dehors dans une tempête de neige? Comme jeter les souvenirs de son père défunt à la poubelle? Comme faire virer sa sœur d'un emploi misérable juste pour rire? Tiffen a éclaté en sanglots. Je suis désolée. Je suis désolée, Azili. J'étais stupide. Je t'en prie, ne me prends pas ma maison. Où est-ce qu'on va aller? Tu te souviens de ce que tu m'as proposé ce soir-là, Tiffen? La chambre de bonne? Ou peut-être que tu préfères ta voiture? Ah non, pardon, la banque va saisir la voiture demain aussi. J'ai vérifié. Baudouin s'est levé, menaçant. C'est illégal. On va te traîner en justice. Fais-le, Baudouin, dis-je en souriant. Avec quel argent? Et je te conseille de lire la clause 14 du contrat. J'ai le droit d'exiger le remboursement intégral immédiat ou l'expulsion sous 30 jours.
Je me suis levée et j'ai marché vers la baie vitrée. Je ne suis pas cruelle, ai-je dit sans me retourner. Je ne vais pas vous mettre dehors le soir de Noël. Je vous laisse passer les fêtes dans la villa. Profitez-en bien. Parce que le 2 janvier à 8 heures, les avocats et les huissiers seront là pour changer les serrures. Tu es le diable? Cracha ma mère. Non, mère. Je suis juste le karma. Je me suis retournée vers eux. Mon visage était de marbre. Maintenant, sortez de chez moi. C'est une propriété privée, et je n'aime pas les intrus. Ils sont restés là quelques secondes, incrédules. Ils pensaient que j'allais craquer. Que le lien du sang allait me faire plier. Mais le lien avait été coupé il y a 3 ans, tranché net par leur cupidité. Sortez, ai-je répété, plus fort. Swazik est apparu dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, ses tatouages bien visibles. Vous avez entendu la patronne, a-t-elle dit de sa voix rocailleuse. La sortie, c'est par là. Et n'essayez pas de voler les petites cuillères en argent en partant. Ils sont sortis. Tiphaine pleurait bruyamment, soutenue par un Baudouin livide. Mère marchait la tête haute, mais c'était la marche d'une reine déchue qui monte à l'échafaud. J'ai regardé par la fenêtre. Je les ai vus remonter l'allée sous la pluie battante, sans parapluie, leurs belles chaussures ruinées par la boue. Ils avaient l'air petits. Insignifiants. Je n'ai ressenti aucune joie sadique à ce moment-là. Juste un immense soulagement. C'était fini. La boucle était bouclée. Le 25 décembre au matin, je me suis réveillée avec le lever du soleil sur la mer. La tempête était passée. Le ciel était d'un bleu pur, lavé par la pluie. Je suis descendue dans ma cuisine immense. J'ai préparé du café. Pas de champagne, pas de foie gras. Juste du bon café et des crêpes que Swazik était en train de faire sauter. Alors, demanda-t-elle. Tu te sens comment? Coupable? J'ai réfléchi un instant. Est-ce que je me sentais coupable? J'avais condamné ma mère et ma sœur à la ruine. Elles allaient devoir travailler pour vivre, peut-être pour la première fois de leur vie. Elles allaient connaître la peur du lendemain, celle que j'avais connue pendant des années. Non, ai-je répondu. Je me sens légère. Le 2 janvier, comme promis, les huissiers sont arrivés à la villa des Hortensias. Je n'y suis pas allée. Je n'avais pas besoin de voir ça. Monsieur Le Guen m'a rapporté les faits. Tiphaine a fait une crise de nerfs. Mère a essayé de charmer l'huissier, puis l'a insulté. Baudouin avait déjà fui, laissant sa femme gérer le désastre seul. On a appris plus tard qu'il était parti au Maroc avec le peu de liquide qu'il avait pu cacher. Tiphaine et lui ont divorcé 3 mois plus tard. La villa a été vendue. J'ai récupéré mon argent, plus les intérêts. Mais je n'ai pas gardé la maison. Je ne voulais pas de ces fantômes. Je l'ai fait raser. À la place, j'ai fait don du terrain à la municipalité pour créer un parc public, le parc Loïc Le Gall, dédié à la mémoire de mon père, avec une vue imprenable sur la mer pour que tout le monde puisse en profiter. Quant à ma mère et Tiphaine, elles vivent maintenant dans un petit 2 pièces en location à Rennes. Tiphaine a trouvé un emploi de vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter, l'ironie ne m'échappe pas. Mère vit de sa petite retraite et se plaint à qui veut l'entendre de sa fille ingrate qui l'a volée. Personne ne la croit plus à Dinard. Les masques sont tombés. Moi, je suis restée à la pointe. Je continue à développer des technologies pour protéger les océans. J'ai trouvé la paix. Parfois, le soir, je sors sur ma terrasse avec la montre de papa au poignet. J'écoute le bruit des vagues. Je pense à cette phrase qu'il me disait, l'océan ne ment jamais. La vie non plus, finalement. On récolte toujours ce que l'on sème. Elles ont semé le vent, elles ont récolté la tempête. Moi, j'ai semé le travail et la vérité, et j'ai récolté la liberté. Si vous avez vécu une histoire similaire, si vous avez été rejeté, sous-estimé, ou trahi par ceux qui étaient censés vous aimer, sachez ceci, leur opinion n'est pas votre réalité. Votre valeur ne dépend pas de leur héritage ou de leur approbation. Vous pouvez construire votre propre château. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, ou si vous avez simplement aimé voir la justice triompher, laissez un « j'aime » sur cette vidéo.
Et surtout, dites-moi dans les commentaires, liberté, si vous pensez que j'ai eu raison de ne pas leur pardonner. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de force aujourd'hui. Joyeux Noël à tous, où que vous soyez.